Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé dans le rouge mercredi, plombées essentiellement par de mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie de coronavirus. Effectivement, le retour dans l'actualité des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe et les nouvelles prévisions économiques assez sombres du FMI, autant de menaces pour le scénario de reprise rapide qui a soutenu bien évidemment les marchés ces dernières semaines. Alors la baisse, elle a débuté après l'annonce d'un nombre record de cas d'infection par le coronavirus dans plusieurs États américains, dont l'Arizona, la Californie, le Mississippi et le Nevada. Et bien sûr, les propos d'Anthony Fauci, chargé par la Maison-Blanche de coordonner la lutte contre le Covid-19, soulignant encore une fois la gravité de la situation. Alors à ce facteur toujours ultra sensible pour les investisseurs qui craignent un retour des mesures de confinement à grande échelle, c'est ajouter la crainte, encore une fois, d'un nouvel épisode de tension commerciale entre les États-Unis et les principaux pays européens, puisque Washington pourrait en fait allonger sa liste de produits importés d'Europe soumis à des droits de douane. Donc on était déjà un peu dans un environnement, on va dire, de guerre froide avec la Chine. Et malgré une récession historique, eh bien, Donald Trump décide cette fois de s'attaquer à l'Europe avec des droits de douane punitifs. Quant au FMI, eh bien, il a de nouveau abaissé ses prévisions économiques et table désormais sur une contraction de 4,9% de l'économie mondiale cette année. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé en baisse mercredi, les investisseurs redoutant que l'économie américaine subisse de nouveaux contre-coups imputables au rebond des cas de contamination au coronavirus. La dégradation de la situation sanitaire fait peser la menace d'un coup d'arrêt à la reprise économique mondiale et américaine. Autre motif d'inquiétude pour les marchés, comme je vous le disais, eh bien, c'est le spectre de taxes punitives supplémentaires imposées par les États-Unis sur l'équivalent environ de 3,1 milliards de dollars de produits européens, dont français, selon un document officiel publié dans la nuit de mardi à mercredi. Effectivement, les services du représentant américain au commerce eh bien, ont dressé la liste des nouveaux produits concernés dans un appel à la consultation publique qui durera jusqu'au 26 juillet. Côté macro, ici c'est un chart qui montre bien la recrudescence de nouveaux cas de Covid. Effectivement, comme je vous le disais, plusieurs États américains ont enregistré des hausses records de nouveaux cas de contamination au Covid-19, notamment en Arizona, au Texas, deux États qui avaient pris la décision bien, de lever prématurément les dispositions qui visaient à freiner la propagation de coronavirus. Et effectivement, Donald Trump a martelé à de nombreuses reprises que l'économie était plus importante que la santé. Et ben derrière, c'est ce qu'on appelle un retour du bâton. Malheureusement, hélas, on voit depuis maintenant quelques semaines une montée en flèche des nouveaux cas. Donald Trump et ses conseillers affirment qu'il n'y aura pas de nouveau confinement. Toutefois, si ça repart de façon exponentielle, ils seront obligés de prendre des mesures ou des gestes au moins barrières assez forts et sans entrer dans un lockdown, on va dire, total, mais la fermeture peut-être de certains commerces. Hein. Apple a quand même été l'une des premières sociétés à dire qu'elle allait justement fermer provisoirement ses magasins dans certains États. Et donc, encore une fois, si on a un nouveau départ de nouveaux foyers un peu partout dans plusieurs États, eh bien, comment voulez-vous que la reprise soit aussi rapide? Forcément, la reprise va être plus lente
qu'espérer. On a encore eu le FMI qui vient de tirer la sonnette d'alarme, mais pour le moment, le marché continue, malgré avoir pris quelques secoussières, continue de voir le verre à moitié plein, les injections de liquidité, mais pour le moment, en tout cas, les fondamentaux ne sont toujours pas vraiment au rendez-vous. Et au contraire, en cas de nouveau départ et en cas de nouveau pic ou même de deuxième vague, eh bien, la reprise risque d'être lente et douloureuse, comme l'avait aussi souligné Jérôme Powell lors de sa réunion maintenant il y a environ 2-3 semaines. Ici donc, c'est les prévisions du FMI. Alors, le Fonds monétaire international a dévoilé hier une prévision de récession mondiale de 4,9% cette année. Alors, c'est bien pire que les 3% anticipés en avril. Ici, c'était en avril, donc on était sur moins 3%. Donc, révision à la baisse à moins 4,9%. Et donc, c'est plus fort, on va dire, c'est que le FMI soulignait déjà qu'il s'agissait de la pire crise depuis la Grande Dépression des années 30. Effectivement, hein, quand on regarde ce graphique en 2008, on a l'impression pourtant le crack de 2008 était quand même, ça a marqué les esprits, c'était un choc financier assez violent sur la planète. On n'avait pas une contraction de l'économie aussi violente qu'en 2020. Donc forcément, ça va impacter énormément les entreprises et en fait toute l'économie mondiale. Aux États-Unis, le PIB, lui, devrait s'effondrer de 8%, alors, et bien au-delà des 5,9% qui étaient estimés en avril. Qui plus est, cet après-midi, nous aurons aussi les résultats du PIB trimestriel américain pour le premier trimestre. Ça va nous permettre de prendre la température, mais force est de constater, encore une fois, que de nombreuses institutions, que ce soit l'OCDE, le FMI, la Fed, la Banque centrale, eh bien, certes, ont décidé de soutenir les marchés quoi qu'il en coûte avec les liquidités, mais restent quand même réalistes et elles sont toutes d'accord, ces institutions, pour dire que la reprise ne sera pas aussi rapide qu'espéré. Et encore une fois, hier, eh bien, le FMI, j'ai envie de dire, a un peu douché les investisseurs avec cette prévision qui montre que malgré un soutien inconditionnel et une omniprésence des banques centrales, eh bien, la reprise va être difficile. Et on manque surtout, ce qu'il faut retenir, c'est de visibilité. On est quand même, je trouve, on navigue en eau trouble. On parle de reprise, certes, mais le marché déteste les incertitudes et actuellement, on est dans un environnement de marché assez compliqué, des marchés plutôt dangereux même. Et on révise à la baisse, on a des chiffres un peu des PMI qui rebondissent assez fortement, mais étant donné qu'on a fait un point bas, tellement on était, voilà, c'était quasiment une crevasse sans fond, donc ça rebondit fortement, mais derrière, voilà, on avait quand même des prévisions qui sont parfois révisées à la baisse, et on manque cruellement de visibilité encore à moyen long terme, je trouve, pour affirmer que la reprise va être rapide. Donc, si les marchés se reconnectent aux fondamentaux, on pourrait avoir un choc assez brutal et cela pourrait aussi avoir l'effet un peu d'une douche froide sur les investisseurs. Côté graphique, eh bien, on va s'intéresser tout de suite au CAC 40. Alors, le CAC, où en sommes-nous? On a eu une sortie de range hier, la fameuse sortie de range H1 horaire, donc break,
Bon, quasiment l'objectif théorique a été atteint. Bon, voilà, il ne manquait pas grand-chose. Là, on est sur un pullback, on va dire, un retour vraiment sur les 4900. On a quand même enfoncé la moyenne mobile 200, on a break. Bon, ce matin, on perdait quand même 1%, c'est plutôt bien redressé, je trouve. Et on est toujours dans cette phase, en fait, de scénario en ABC. On a eu quand même une sortie de range par le bas, et ça prend la forme d'une vague C qu'on est en train d'installer. Donc, effectivement, il ne faut pas écarter un retour, en fait, tout simplement sur les 4007. 4007 et la borne du canal haussier. Donc là, on est sorti de cette zone de neutralité entre les 5050 et les 4930. On a quand même eu une belle bougie flux. Finalement, là, on est sur les 50% de Fibo de la dernière vague de baisse. Donc, on travaille ce niveau. On est venu combler le gap juste ici. Mais on prend la forme vraiment d'une correction en ABC. Première correction, rebond, ça s'est tassé dans une neutralité durant une semaine. Et derrière, on a eu ce catalyseur un peu sur des perspectives économiques assez sombres et sur de nouveaux foyers un peu partout en Amérique, même en Amérique du Sud, au Brésil. Et derrière, eh bien, ça a déclenché un mouvement correctif. Techniquement, si ce mouvement correctif devait se prolonger, ce serait un retour sur la zone de polarité des 4007. Voilà. 4007, prendre appui sur la moyenne mobile 50, voire derrière la borne basse du canal haussier. Et donc là, c'est le point pivot. Derrière, si on enfonce, on sort de ce canal, on aurait vraiment un risque de dégringolade assez profond. Et derrière, pour parler d'une reprise confirmée finalement que peut-être qu'on s'est fait un peu peur, faudrait refranchir, faudrait faire une percée au-dessus des 5050 points. Mais pour le moment, c'est plutôt le scénario baissier correctif, on va dire, qui prend le dessus. Le DAX, qui a finalement lui aussi lourdement chuté, quasiment plus de 3% hier, 3,5 presque, avec un peu ce scénario d'étoile du soir. On est sur la zone mensuelle sur le DAX. Là, on est vraiment neutre. On a une grosse zone mensuelle en dessous des pieds. On est venu combler le gap juste ici. Pareil, scénario de ABC, ce serait un retour sur la borne basse du canal. Mais on est sur notre zone mensuelle. Alors, on va se mettre en hebdomadaire pour voir un peu où est-ce que nous sommes. Effectivement, on a la grosse zone mensuelle ici, vers les 12 060, 11 900. Et on a un gros support technique avec MM200 MDO, MM50 Daily, MM200 hebdo, MM50 hebdo, et MM200 Daily, juste ici. Donc on est vraiment dans une zone technique. Le DAX, je trouve, on manque un peu plus de visibilité, malgré on a quand même eu une belle bougie directionnelle, une belle bougie flux. Donc comme un sentiment que les vendeurs ont un peu pris le dessus hier, ont pris l'ascendant psychologique sur les acheteurs. Mais la dynamique, pour le moment, reste haussière. Là, on parle plutôt d'un mouvement. On pourrait très bien chercher les 11 180. Attention en cas de dérapage. Et surtout, on va bientôt arriver à une clôture mensuelle et à une clôture trimestrielle. Donc, ça s'annonce assez chaud l'été, j'ai envie de dire. Des gros événements vont arriver sur les marchés, donc les clôtures, les arbitrages dans les portefeuilles des gérants suite à l'échéance trimestrielle, et derrière, on va avoir le départ des résultats des entreprises pour le second trimestre. Donc ça, clairement, ça va être le catalyseur et ça va être l'événement qui va permettre, encore une fois, de prendre la température et d'avoir un peu plus de visibilité sur ces marchés un peu tiraillés entre reprise rapide, reprise en V et perspective assez sombre de l'économie finalement. Donc c'est toujours bien d'avoir le baromètre des entreprises pour justement, on va dire, guider les investisseurs et avoir plus de visibilité sur
les semaines, voire les mois à venir. Le Dow Jones. Intéressant, le Dow Jones break du biseau, donc pareil, hein, techniquement, ça ouvre la voie, j'ai envie de dire, à une correction baissière, hein. Cette Highland Reversal qui tient, qui a plutôt bien tenu. Pareil, ce sentiment de correction en A, B, C. On a un gruyère, on a du gap à venir chercher, un ici, un ici, un ici, sans parler des, voilà, des deux premiers gaps qu'on a eu ici, sans parler d'une correction si violente, mais voilà, on avait fait quand même un chemin avec un gap, deux gaps, trois gaps, 4, 5, 6, 7. Voilà, on était sur des gaps d'essoufflement à la fin, donc on assiste à un gruyère, et puis seulement 7 gaps en quasiment, voilà, à peine 2 mois et demi, c'est quand même beaucoup, et derrière, effectivement, on était bien sur des gaps d'essoufflement, et là, ça commence à lâcher. On est sur support. Premier élément qui plaide pour une fin de baisse, eh bien, c'est la fameuse cassure de l'oblique haussière, et cette sortie de biseau, l'Highland Reversal qui n'est clairement pas invalidé, qui est même un signal de retournement assez fort. Et là, on est sur support. On voit 25 390. Si je dézoome un peu, vous voyez que le marché était venu travailler ce niveau. Une première fois, on avait travaillé ce niveau, ici aussi, et là, donc là, on est sur la zone, clairement. C'est le pivot. Et derrière, si on part vraiment sur une ABC, bah, le but, c'est quand même d'aller combler dans un premier temps le gap ici, et dans un deuxième temps, de prendre appui sur les 25 530. Et sans oublier que on a toujours ce pattern qui est en place aussi, hein, qui est un chantier de retournement. Donc là, on a quand même techniquement des éléments techniques qui plaident en tout cas qui plaident en faveur d'une baisse à venir, hein, que ce soit en daily, que ce soit en hebdo. Et derrière, on a quand même une tentative, j'ai envie de dire, de reconnexion avec la réalité économique et toujours avec les craintes de la pandémie ou même d'une nouvelle vague, en tout cas, qui pourrait, sans parler, sans pour autant dire de paralyser des États complets, mais qui pourrait en tout cas freiner forcément la croissance et la reprise de l'économie. On va s'intéresser au Nasdaq. Intéressant le Nasdaq, tout simplement car on a toujours cette oblique. Alors, j'arrive à la recaler. Voilà. Ici. Parfait. Donc là, on a quand même une sacrée oblique en place depuis 2015 qui vient coiffer un peu tous les plus hauts. Sur les futurs, elle est un peu plus propre, je trouve. Je vous avais partagé le graphe de cette oblique hier, mais c'était sur le futur. Là, on est sur le cash. Mais on constate que, voilà, chaque contact, on a quand même une belle correction. Et là, pour le moment, force est de constater que ça patine. Ça patine ici, on est coincé, on a tenté une petite incursion au-dessus voilà, de l'oblique, mais pour le moment, les vendeurs se montrent présents, en tout cas en hebdomadaire. Pour rappel, on vient de réaliser un rebond de quasiment 50%. 50% en seulement 2 mois et demi. C'est du jamais vu sur les marchés financiers, du moins pour un indice. Donc pour remettre les choses en perspective, on est face à une récession historique et on a un Nasdaq qui s'est offert le luxe de faire un rebond, en tout cas de plus de 50% en seulement 2 mois et demi. Donc j'invite à l'imprudence sur cet indice. Certes, les techs nous ont montré, du moins ont démontré qu'elles étaient solides. Toutefois, en cas de mauvaise news sur les marchés, en cas de warning de la part de certaines boîtes de la tech, on pourrait avoir une correction violente, hein, sans parler d'un retour à 6009, mais
On est dans une phase de distribution ici et en cas de prise de bénéfice avant les résultats ou même de résultats assez décevants finalement, la correction pourrait être vraiment violente sur l'indice Nasdaq. Et je trouvais intéressant le pattern qu'on a formé hier, voilà, qu'on a formé sur l'indice, un peu avec quasiment ce sentiment de divergence qu'on a là, et on a une belle étoile du soir doji. Si je zoome un peu, belle bougie flux, gap baissier, bougie flux, on clôture quasiment à l'intérieur de la première bougie, donc étoile du soir. Donc prudence, hein, on a même un signal plutôt baissier là, donc à voir s'il va fonctionner ou pas. On est au contact d'une oblique de très long terme. Et si on se met en données logarithmiques, voilà. En données logarithmiques, on a aussi une sacrée oblique qui passe. Voilà. Et encore, je pourrais mieux la tracer. Voilà. Et là, en données logarithmiques, vous voyez qu'on a depuis 2011, hein, quasiment. Hein, donc j'ai la première en 2015 en échelle linéaire, en données logarithmiques, on a clairement une oblique. Voilà, on a 1 point, 2 points là, durant tout 2014. Et on est venu chercher l'oblique haute, enfin du moins la borne haute, durant la semaine. Donc à chaque fois, on a quand même eu des replis sur cette oblique. Donc la prudence est de mise sur l'indice. Une correction n'est pas à exclure, étant donné qu'on a fait un rallye juste impressionnant et que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Là, on a une magnifique divergence trimestrielle qui est en train de prendre forme. Juste sur le trimestre, l'indice a pris plus 30%. Donc cette hausse, en tout cas, n'est pas soutenable. Hein. On ne peut pas grimper comme ça, prendre chaque trimestre 30%. Là, on a le sentiment que voilà à quoi ça ressemble. Hein, quand l'indice permet de prendre 50, 18. Donc là, pareil, si on enchaîne des séances, des trimestres avec une hausse pareille, ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas une hausse qui est soutenable. Les marchés ont besoin de corriger, ont besoin de reprendre leur souffle. Là, on est monté en ligne droite. Donc les marchés ne montent pas en ligne droite et on voit qu'on forme justement une divergence par rapport au prix et à l'indicateur. Oblique de très long terme qui vient coiffer les prix. Donc attention, je trouve qu'on est sur des niveaux très élevés et qu'il ne faut pas céder à l'euphorie. L'euro, eh bien, qui cède du terrain, lui aussi, encore une fois ce matin. Pareil, sentiment de correction peut-être en ABC à venir. Toujours cette divergence qui fait effet. Enfin, le scénario n'a pas évolué sur l'euro, on est toujours dans la même phase, on est toujours bloqué sur MM200 couplé à notre oblique baissière qu'on est venu chercher au pips près ici, vous voyez, vraiment, on est venu taper derrière, ça repart à la baisse. En journalier, sentiment de range, pourquoi pas, de correction A, B, C à venir. Dans ce cas-là, ce serait la zone des 1,11, 1,1075 à venir chercher. Et en données 4 heures, voilà. En données 4 heures, eh bien, on repart sur le support. Effectivement, vague de baisse, hausse, ça repart. Et puis le sentiment un peu baissier quand même sur l'euro-dollar. Et je n'exclus pas tout simplement, étant donné que la divergence n'a pas été invalidée et que l'objectif théorique, lui, reste vers les 1,1075, vers les 1,11. Donc effectivement, la cassure des 1,1180, à mon avis, cette incursion sous ce niveau, eh bien, conduirait, en tout cas, à une poursuite de la baisse, en tout cas, en direction des 1,11 voire 1,1075 dans un premier temps. L'euro GBP, non. Euro GBP.
Roger BP qui cède aussi du terrain ce matin, où en sommes-nous? Suite à la sortie de ce range, eh bien, on démarre un nouveau range, encore une fois. L'euro GBP aime bien évoluer dans des ranges. Range, impulsion, range, impulsion, range. Donc pour le moment, cette paire, c'est une paire pour les traders de range. Là, en donné 4 heures, sorti par le haut, si je prolonge ce rectangle, voilà. Donc pullback, c'est agressif, on va dire, pas vraiment agressif, mais voilà, une fois, deux fois, trois fois. J'aime bien la moyenne mobile 4 heures qui vient en renfort s'aligner ici, ça c'est propre techniquement, ça renforce le niveau de support, donc cette zone de polarité. Et derrière, pour les traders intraday, eh bien, il suffit d'affiner, de se mettre en 1 heure et de constater qu'on a un range 1 heure. Ici. Voilà. Tac. Et donc, moyenne mobile 200, moyenne mobile 54 heures, attendre un changement de retournement et surveiller éventuellement une nouvelle impulsion par le haut. Et en cas de cassure, boum, redémarrage en direction des 0,93, des 0,9150 à peu près. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins, on devrait avoir un signal technique. Par contre, si on fait un pullback trop agressif et qu'on perce effectivement les 0,90-10, cette fameuse sortie de range 4 heures serait un peu en péril. Pour le moment, ça tient et on consolide dans un nouveau range 1 heure. Donc, ça reste haussier. La dynamique est haussière pour le moment, donc ça reste haussier. On vient prendre appui. Si on affine en 15 minutes ou en 1 heure et qu'on a un changé de retournement, eh bien, pourquoi pas affiner ce plan et se repositionner dans le sens de la tendance pour viser les 1,91, 0,9150. NZD USD. Range technique de 4 heures. J'aime bien cette oblique en place depuis 2014. Cette oblique qui est assez propre techniquement, encore une fois, qui me fait penser un peu à l'euro-dollar aussi, qu'on est venu travailler depuis plusieurs semaines. Donc oblique de long terme, baissière, qui vient coiffer les prix. Pour le moment, les prix ne parviennent pas à s'extraire au-dessus de cette oblique. En hebdomadaire, en journalier, on a le sentiment d'avoir un range 1 heure, quasiment un range 4 heures. Ici, on a une première baisse sur l'avalement. Le marché n'a pas envie d'aller plus bas à court terme, et si on affine en données 4 heures, on pourrait quasiment, même en données 1 heure, avoir ce sentiment de range court terme. En tout cas, encore une fois, ce range ici avec un peu un excès. Le marché hésite, on a beaucoup de range sur le pair de Forex, on peut le voir hein, sur un peu, pas l'euro-dollar, mais ce sentiment de ABC, d'hésitation, pareil pour le NZD-USD, l'euro GBP qui casse la bande haute du range, mais qui derrière se retrouve dans un nouveau range. Donc il y a beaucoup d'hésitation sur le Forex. Encore une fois, certes, le Forex est un marché de range, mais là, il y a eu quand même pas mal de hausses et le marché maintenant entre dans une phase d'hésitation, de neutralité. Le pivot clé, pour moi, clairement, c'est, on va se mettre en données 4 heures. Voilà, le pivot clé, ce serait les 0,63, 0,64 tout simplement, c'est le psychologique. Et pareil, encore une fois, on pourrait avoir une vague corrective en direction de la moyenne mobile et puis des 0,63. Mais sinon, c'est vrai qu'à très court terme, on a l'impression qu'ici, on pourrait avoir un peu là, ce range qui est en place. Gros range d'hésitation, moyenne mobile oblique qui vient coiffer les prix. Et donc, voilà, la cassure d'une des deux bornes devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Le gold.
le gold qui cède un peu du terrain, bon, qui a reculé hier, prise de bénéfice logique suite à une correction des indices, j'ai envie de dire. Mais la dynamique reste haussière. Pour le moment, sortie de range par le haut. Rien à dire de plus, en fait. Si ce n'est qu'attendre que les cours viennent chercher l'objectif théorique. On peut essayer de cadrer cette reprise. Voilà, j'aime bien ce canal ici. Je vais décaler ça. Donc, le canal haussier. Bon, permet d'anticiper un peu ce canal haussier, mais au moins de mettre une oblique. Donc là, on a plusieurs points de contact pour essayer de cadrer un peu cette dynamique haussière de très court terme. Bon, ça reste haussier, on est en train de prendre appui, donc pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous les 1750, eh bien la dynamique reste haussière. L'objectif reste les 1790, 1800. Là, 1780, ça correspond à pas grand-chose. L'objectif de l'ETE est même à 1800, l'objectif de sortie de range est à 1815, donc il faut laisser du temps au temps pour le gold. Le Brent, finalement, le Brent, pareil, hein, qui a fortement reculé. On était sur une grosse zone technique, pour rappel, hein. Plutôt un sentiment baissier sur le pétrole. Mise en place d'une stratégie baissière. On avait quand même plusieurs signaux qui nous montraient que ça commençait à patiner. La fameuse résistance juste ici, vers les 45, l'indicateur RSI qui coince sur les 50. Et en journalier, on a quand même une belle bougie flux, hein, un peu ce sentiment d'étoile du soir. Ici, là, on a lâché avec un gap. Donc, je verrais bien un retour sur les 37,3 tout simplement. Et ce range en fait, à venir, ou ce risque de double top. Mais voilà, le bull trap était ici. On avait évoqué suffisamment longtemps ce risque de bull trap juste pour venir combler le gap. On n'a même pas réussi à combler le gap finalement. On a fait un bull trap et derrière, le marché était vraiment à bout de souffle et n'a même pas réussi à venir combler le gap. Pour le moment, range, clairement. Donc là, c'est ici, on est au milieu de nulle part. Donc là, je vise plutôt un retour sur la borne basse. Et derrière, voir comment ça va se passer sur ce pivot. Est-ce qu'on va déclencher peut-être un double top? Et dans ce cas-là, retour à 32,17, ou est-ce que le pétrole va se ressaisir et consolider? Mais ça va être intéressant de voir la réaction des prix, en tout cas sur la borne basse ou sur la ligne de coup d'un possible double top. Le light, c'est exactement le même schéma. Petite divergence 4 heures, on l'avait évoqué, celle-là dans les stratégies bourse mardi, elle a parfaitement fonctionné. Vraiment une toute petite divergence, mais qui indiquait le bull trap en fait. Et derrière, eh bien, ça n'a pas manqué, réintégration. Réintégration, on est sur ma zone trimestrielle mensuelle ici, qu'on est en train de travailler. Pour le moment, on est sous l'oblique, sous la zone horizontale en tout cas. En hebdo, on est venu chercher les 61,8, on est venu combler le gap, et là on est prisonnier pour le moment. Mais ça patine, encore une fois, on sent que ça tricote, et que on forme même une divergence baissière. Elle a même été validée. Donc prudence sur le pétrole, pareil, on a un marché en tout cas qui nous montre des signes de faiblesse, je trouve, d'essoufflement. Là, si on prend du recul, force est de constater que la dynamique reste haussière. Toutefois, on constate, comme je vous le disais, que on a atteint des niveaux techniques clés, des résistances majeures, qu'on a un peu des chandeliers qui se forment, un indicateur RSI qui peine à franchir le niveau des 50, le retour des craintes liées à l'épidémie, donc forcément un risque aussi d'avoir un nouveau choc de la demande. Donc vous voyez, tous ces éléments actuellement n'incitent pas à être
haussier, je trouve, sur le pétrole, mais plutôt à prendre du recul et à se dire attention, sans parler de dynamique baissière à venir, mais d'inviter en tout cas la prudence sur les achats, je trouve, et peut-être, comme je le disais hier, de mettre en place des stratégies baissières sur les niveaux, sans oublier, encore une fois, qu'on prend quand même 210%, plus de 200% en seulement 1 mois et demi. Donc pareil, encore une fois, c'est toujours important de remettre les choses en perspective et de prendre du recul sur la situation et de se dire, bon, on a atteint des gros niveaux techniques, on prend 200%, une consolidation ou un repli me semble en tout cas légitime et même une correction un peu plus profonde dans ce cas-là ne serait pas à exclure. Le Bitcoin pour terminer, qui lui vraiment est extrêmement ennuyant. Et il ne sait pas dans quelle direction où aller finalement. Bougie flux derrière sa part. En fait, j'ai l'impression de voir un indice qui est corrélé à si les indices prennent 2 ou 3%, le Bitcoin va prendre aussi, va réussir à faire une belle bougie. Derrière, quand les indices lâchent comme hier 2,5, 3% pour le DAX, derrière, bon, bah, ça lâche aussi. Donc, pas vraiment une valeur refuge. Pour celles et ceux qui pensaient que c'était une valeur refuge, je vous informe que le BTC n'est absolument pas une valeur refuge. Il a démontré qu'il n'était pas une valeur refuge suite à la chute sensationnelle qu'il y a eu au mois de mars. Donc forcément, quand les marchés lâchent, les investisseurs prennent des liquidités, vont là où il y a des liquidités et donc ont aussi pris leurs bénéfices sur le Bitcoin. Le Bitcoin sera une valeur refuge lorsqu'il aura une perte de confiance dans un système en faillite. Voilà. Donc, il y aura une perte de confiance dans la monnaie, quand il y aura une perte de confiance dans les banques centrales, effectivement, là, on pourrait assister à une crypto qui servirait en tout cas de valeur refuge pour contrer un peu les effets, j'ai envie de dire, de monnaie de singe, comme ils appellent ça dans le milieu, que pourrait être en tout cas l'euro ou le dollar à force de s'amuser avec la planche à billets. Mais pour le moment, ce n'est pas une valeur refuge et le BTC manque cruellement de direction. Enfin, il ne se passe rien en fait. Espoir ici, derrière ça retombe et là on ne sait pas trop ce que ça veut donner. On est en train de venir prendre appui sur l'oblique. Donc pareil, je ne vais pas me répéter, hein, les niveaux clés à surveiller, ça reste les 10 000, les 8006, et puis tout simplement, je trouve que en hebdo, c'est assez parlant. Phase léthargique, complète, range. Donc pour le moment, il ne se passe absolument rien sur la crypto, et je vais tout simplement attendre la cassure d'une des deux bornes en hebdomadaire pour avoir un peu plus de visibilité. Car là, ça fait depuis les 4 mai, en fait, qu'il se passe absolument rien. Et donc, je vous invite toujours à aller sur des actifs où il se passe de l'action dans votre trading. Et là, actuellement, il n'y a absolument rien à faire sur la crypto. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux, comme d'habitude, qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je tenais aussi à vous remercier pour votre participation hier au webinaire consacré à l'Ishimoku avec Khalid El Bouzidi. Vous étiez extrêmement nombreux, une grande participation. Donc merci à vous encore une fois d'avoir participé et d'avoir échangé avec nous tout au long de ce webinaire. Et pour info, le webinaire est maintenant disponible sur la chaîne YouTube dans la section DailyFX Université de formation au trading. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, très bon trade, soyez prudents sur les marchés et on se retrouve demain pour faire un nouveau point
sur les marchés.